Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui au Musée Royal d'Art et d'Histoire de Bruxelles, au Musée du Cinquantenaire, qui accueille jusqu'au 15 mars 2015 une exposition incontournable, à savoir l'exposition Lascaux. Cette exposition revient ici en Europe, et plus précisément à Bruxelles jusqu'au 15 mars prochain, après être passée par les Amériques, le Canada et les États-Unis, et après avoir attiré plus de 700 000 visiteurs. J'ai à côté de moi Serge Lemaître, conseiller scientifique de l'exposition, qui va nous parler, outre de l'exposition, de l'aventure humaine, artistique mais aussi scientifique, que représente Lascaux. Je vous souhaite une bonne visite. Bonjour Serge, donc en quelques mots, quel est l'intérêt de l'exposition Lascaux ici à Bruxelles? Alors c'est une exposition de renommée internationale, elle a reçu le label d'ailleurs de meilleure exposition itinérante et effectivement elle ne démérite pas par rapport à ce label qu'elle a reçu. C'est une exposition grandiose, c'est-à-dire que c'est une exposition qui permet de rentrer véritablement en contact avec l'art préhistorique, avec l'homme préhistorique, via les facsimilés de panneaux qui se trouvaient dans la grotte. Alors ici, on est dans une partie qu'on va appeler Lascaux 3 par rapport à Lascaux 2, qui est la réplique qui a été faite au début des années 80. Ici, on est à Lascaux 3, c'est-à-dire qu'on a une autre partie de la grotte qui est représentée, la nef et la scène du puits. Scène du puits qui est évidemment célèbre par sa représentation anthropomorphe et c'est ce qu'on a appelé l'accident de chasse. Alors, on est à la grotte de Lascaux. Lascaux, c'est la chapelle Sixtine de la préhistoire, comme on aime souvent le dire. C'est-à-dire que c'est une grotte qui est effectivement extraordinaire parce que sur un petit réseau, elle comporte plus de 2000 représentations peintes et gravées, mais parfois avec des animaux qui sont de taille réelle, c'est-à-dire qui font parfois plus de 3 mètres et qui ont été peints également à des hauteurs assez incroyables, qui montrent évidemment tout le génie de l'homme préhistorique. D'abord parce qu'il a dû récolter les colorants pour faire ses peintures, et il a dû parfois créer des échafaudages de manière rudimentaire pour atteindre les plafonds qu'il a peints, mais il a aussi peint des figures extraordinaires avec une précision, avec une authenticité, une captation véritablement du moment vivant de l'animal. Et tout ça est visible ici, où on sent et on perçoit véritablement tout le génie artistique de l'homme préhistorique. Merci Serge pour ces premières explications. Une autre question. Comment s'articule l'exposition Lascaux et en somme, quel est le parcours proposé aux visiteurs? Alors la reconstitution, les répliques, c'est évidemment le centre d'exposition. C'est à peu près 25 mètres de longueur et ça se situe au milieu de la salle. Et en début de salle, alors, c'est la découverte véritablement de la grotte. L'historique de la découverte de la grotte, l'historique des répliques de la grotte, mais aussi les explications de pourquoi la grotte a dû être fermée. Alors dans un deuxième temps, on explique évidemment la manière dont les facsimilés ont été obtenus afin de les exposer ici. Ensuite, après avoir découvert ces facsimilés, on entre dans une deuxième partie qui permet de découvrir différents aspects, c'est-à-dire la recherche qui a eu lieu sur cette grotte, les films, les photographies, les travaux de l'abbé Glory, notamment sur les relevés qu'il a fait de l'entièreté des gravures de la grotte de Lascaux, mais c'est aussi une partie didactique et scientifique qui explique différentes facettes de l'art préhistorique et de la connaissance de Lascaux. Et enfin, on va découvrir qui est l'homme préhistorique, qui est l'homme qui a créé véritablement les peintures de Lascaux, en découvrant, par le biais de sculptures d'Elisabeth Dénès, à quoi ressemblaient nos ancêtres, mais aussi comment ils se divertissaient, comment ils s'habillaient, comment ils créaient différents objets. Et cela fait l'ensemble véritablement de la connaissance de Lascaux. Donc il y a une deuxième partie à cette exposition, puisque chaque lieu d'exposition a le droit en quelque sorte de rajouter une partie. Et il m'avait semblé intéressant de pouvoir exposer l'art paléolithique de Belgique, car malheureusement nous n'avons pas de grotte ornée en Belgique, mais par contre nous avons un riche art paléolithique sous la forme de plaquettes gravées, de bâtons percés, de différentes figurines en ivoire, mais aussi des parures ainsi que des instruments de musique. J'ai voulu aussi que soient présentés des animaux préhistoriques, puisqu'effectivement on parle de rhinocéros laineux, on parle de mammouth, on parle de lion des cavernes, mais en somme, à quoi ressemblent ces animaux? Et là, c'est un véritable dialogue entre le squelette, leur représentation sur les parois, par les hommes préhistoriques, et à quoi ces animaux devaient ressembler. Il est vrai que la taille du mégalocéros est impressionnante. Quelques mots sur l'origine de la découverte? Donc la grotte est découverte en 1940 et c'est la première aventure humaine, si je puis dire, là-dedans. Ce sont des jeunes hommes qui se promènent dans la forêt et qui, par le hasard d'un chien qui se coince
dans une anfractuosité vont découvrir la grotte de Lascaux. C'était il y a à peu près 75 ans, et depuis ces 75 ans, en somme, la science, la recherche a tout le temps évolué, mais a été tout le temps concentrée effectivement sur cette grotte incroyable qu'est la grotte de Lascaux. La grotte de Lascaux, c'est un petit réseau, c'est 250 mètres de longueur. Par contre, c'est un réseau formidable et peint vraiment pratiquement dans son entièreté, avec plus de 2000 représentations peintes et gravées. Alors, il y a eu des grands noms qui ont été associés à cette grotte. Bien sûr, l'abbé Breuil, tout d'abord, qui est le premier scientifique à dire, en quelque sorte, la légitimité et l'authenticité de cette grotte. Il le fait dès le mois de septembre 1940, donc quelques dizaines de jours après cette découverte. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir l'intérêt scientifique qui va être porté sur cette grotte. Alors, le deuxième nom à retenir, probablement l'abbé Glory, qui est en somme un peu l'assistant de l'abbé Breuil et qui lui fera un travail extraordinaire et qui travaillera surtout la nuit parce qu'il ne veut pas être empêché dans son travail par les hordes déjà de touristes qui déferlent pour découvrir cette grotte, et va faire le relevé de l'entièreté de la grotte et notamment de plus de 1100 gravures. Il va passer des nuits et des nuits à faire ce travail. Troisième nom important pour la grotte de Lascaux, on va peut-être citer évidemment le roi Gourand, qui va développer ses théories structuralistes pour comprendre cette grotte, avec l'opposition entre le cheval et le bison, entre le masculin et le féminin, qui aura un grand retentissement, et Lascaux servira également à baser, comme base pour les divisions stylistiques que le roi Gourand mettra au point. Nom encore évidemment important, Norbert Rojoula, grand préhistorien qui pendant un peu moins d'une trentaine d'années va être le conservateur de cette grotte et va l'étudier vraiment de fond en comble, va continuer les relevés qui avaient été faits, va préciser les recherches scientifiques et va également proposer des théories. Et une de ces théories qui a retenu l'attention, c'est effectivement de parler de saisonnalité dans cette grotte. Il remarque en fait les animaux qui sont peints à différentes saisons. Le bison est en mue et représente une saison, les cervidés portent leur bois et représentent une autre saison. Et puis il y aura d'autres conservateurs qui vont se succéder, dont Jean-Michel Geneste, qui est un des derniers à avoir produit un livre excellent d'ailleurs. Dernière grande question, et nous allons terminer. Comment est née l'aventure Lascaux ? En 1963, André Malraux, le ministre de la Culture, décide de fermer la grotte définitivement, et donc il n'y a plus que les scientifiques qui peuvent rentrer dans cette grotte. Alors très vite, on décide de refaire une copie de cette grotte. Malheureusement, ça prendra un petit peu de temps pour l'ouvrir. Il n'ouvrira qu'au début des années 80. Et il faut retenir le nom de Monique Pétral, qui sera la peintre véritablement qui va réaliser Lascaux 2. Monique Pétral va donc utiliser les pigments naturels pour refaire à l'identique cette grotte. Trentaine d'années plus tard, cette copie commence à être usée et puis ne représente qu'une partie de la grotte. Et donc on va faire appel à une autre équipe, les ateliers des facsimilés du Périgord, qui vont utiliser les techniques modernes bien entendu. Alors le relevé de la grotte se fera par un scan laser 3D qui va faire vraiment une cartographie très très précise avec des millions de points de la grotte, et va permettre d'avoir en somme le grillage, l'habillage de cette grotte, qui va, par des différentes techniques et différents procédés qui sont un peu longs à expliquer, permettre d'obtenir une coque rigide, mais en même temps très légère, puisqu'elle ne fait plus qu'1 centimètre d'épaisseur, qui est une sorte de fibre de verre, et qui est identique et précise au micron près. C'est-à-dire que des gravures qui sont à peine perceptibles à l'œil dans la grotte sont également reprises dans le modèle à ce moment-là qui est représenté. Par contre, la technique ne change pas, on utilise les mêmes pigments que dans la grotte de Lascaux pour refaire à l'identique les peintures, avec chaque fois une correspondance, une vision des photos par stéréoscopie, pour être sûr que la copie soit vraiment parfaitement identique. Alors quels sont les pigments qui ont été utilisés? Eh bien, c'est de l'oxyde de fer essentiellement, qui va donner une gamme de couleurs du jaune clair jusqu'à une sorte de violet, et on va utiliser pour le noir de l'oxyde de manganèse, qui est l'élément qui a été utilisé également par les hommes préhistoriques.